is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne sais pas si vous nous voyez, j'ai l'impression que non. Ah, ça y est. J'avais un rideau noir. On a eu un petit flottement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ces chroniques d'Alira. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que Tikalis, salut. On est là, on est évidemment au rendez-vous. Alors cette semaine, les choses sont un peu plus compliquées que d'habitude puisque vous le savez sans doute, on est sur ETHCC. Salut PQ, bonjour une fois, exactement. Tu l'as bien compris l'ambiance. Donc on est en direct de THCC, en tout cas moi j'y étais lundi et mardi, et nous avons là une partie de l'équipe qui y est toujours, notamment Cyril, Virgile et Gaëtan qui vient de se connecter, qui vient de nous rejoindre. Comment vous allez la team? Ça va bien. Super bien, assez fatigué après tous les jours qui viennent de se passer, mais ça va super. Et ouais, tranquillement, ça se passe bien. Le THCC, il y a des events cool, donc tout va bien. Trop bien. Mickaël, tu vas bien? Bah tout va bien, nickel. Alors moi j'y suis pas. Puis de toute façon je donnais cours, donc voilà, c'était pas possible. L'année prochaine, tu viens avec nous, Mika? Exactement. On va faire un bus convoi. Let's go. Ah, et Gaëtan qui est devant. Alors Gaëtan, il est genre dans l'endroit emblématique histoire de nous prouver qu'il est bien à Bruxelles actuellement. Allez. Sur la grande place, c'est ça? Ouais, t'es sur la grande place de Bruxelles. Ouais, mon micro marche pas, désolé, donc le son risque d'être un peu pourri. Mais je suis à un event de Lido, je sais pas si vous verrez. Tout à fait, on voit derrière. Donc là, on vous fait vraiment le reportage en direct. Hein. C'est nos envoyés spéciaux qui sont en direct de Bruxelles et qui vont pouvoir nous parler un petit peu de ce qui se passe à ETHCC. Du coup, premier sujet, effectivement, on va vous parler de THCC. Gaëtan, je ne sais pas si tu nous entends bien, mais tu nous diras si ça marche ou pas. Cyril, Virgile, qu'est-ce qui vous a marqué dans ces derniers jours passés à ETHCC? Là, c'était vraiment super bien. Enfin, en fait, le truc qui nous a le plus marqué dans l'ETHCC, c'est que absolument tout est immense. En fait, le lieu est immense, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de side events, donc des événements en parallèle de ETHCC qui sont extrêmement nombreux aussi, et ouais, énormément de monde à rencontrer aussi. Donc des fois, on se sent un peu submergé par le nombre de choses à faire, mais finalement, c'est bien peu de choses parce qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde à ETHCC. Oui, c'est clair que c'est très très dense. Enfin, il faut choisir ce que tu ne fais pas en fait. Hein. C'est un choix, un déchirement perpétuel. Cyril, de ton côté? Exactement, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec ce que dit Virgile. Il y a un côté très grandiose à cette ETHCC en particulier.
notamment parce que les locaux sont assez incroyables en vrai. Ah, Ils c'est ont réservé. inimaginable à quel point c'est huge. Ouais. Ouais, c'est un grand immeuble sur 4 étages, 4-5 étages même. Il y a des salles partout, du coup il y a genre 4 ou 5 conférences en permanence en même temps, ce qui rend le truc aussi bien intéressant que parfois on est juste perdu, on ne sait pas où aller et on est là, bon bah la prochaine conférence c'est laquelle, enfin bref. Ouais, Cyril avait même raconté qu'il a découvert un étage de l'ETC aujourd'hui même. Alors, fun fact, pourquoi on est en retard, c'est notamment parce qu'on cherchait un endroit où se mettre et que en fait les endroits où se mettre, il n'y en a pas des millions avec des prises. Et du coup, en cherchant, on est tombé sur une salle où il y avait littéralement une piscine de ballons. Alors, je vais pas pouvoir vous la montrer, mais il y a une piscine de ballons qui remplit une salle. Voilà, ils ont décidé de faire ça parce que pourquoi pas. Donc, un peu fun. Et je voulais en profiter un petit peu pour partager des photos d'ambiance de l'ETHCC, si jamais vous me permettez. Avec, il faut comprendre que l'ETHCC, à quoi ça sert et comment ça se présente, c'est une conférence, donc du coup il y a des gens qui viennent présenter leurs produits ou leur actualité, donc ça va être là en l'occurrence des boîtes qui sont autour d'Ethereum, et ces boîtes vont avoir très souvent des stands dans lesquels elles vont pouvoir présenter en direct, en one-to-one des produits, et aussi il y a des conférences dans lesquelles ils vont parler directement des produits à tout le monde, et voilà. Donc je voulais un petit peu représenter tout ça avec des images, des conférences, à n'en plus finir des conférences. Mais il faut comprendre que un des points qui est assez intéressant avec l'organisation de l'ETHCC, c'est la gestion des thématiques abordées. Et notamment, dans les thématiques abordées cette année, on a pu voir des journées entières dédiées à 2 sujets. Et notamment, dans les sujets qu'il y a eu, c'était par exemple, on a eu du gaming, on a eu de la privacy, on a eu du roll-up, beaucoup de roll-up. On a eu de la compliance. Le jour où tu étais là, c'était vraiment thématique compliance. Ah, j'en ai mangé de la compliance, les amis. Là, j'en pouvais plus. J'en faisais une indigestion à la fin. Là. C'était terrible. Mais je peux vous parler de compliance, si vous voulez. Pas de problème. Ça me fera plaisir. Donc voilà, compliance. Qu'est-ce qu'on a pu voir d'autre Ouais, ingénierie, ouais, c'est également. D'ailleurs, pour ceux qui voient nos cours, qui sont avec nous en cours de tokenomics ou bientôt d'analyse de projet, vous allez travailler avec des équipes de Nomix, et Nomix était par exemple présent sur le THCC avec Nathan qui présentait une discussion dans le parcours justement token engineering. Donc voilà. Est-ce que toutes les confs sont en anglais, me demande Tikalis? Ouais, le problème c'est que toutes les confs sont en anglais, donc si vous maîtrisez pas l'anglais, ça va être un peu difficile. Cela dit, comme en fait j'allais dire les 3/4, mais j'exagère peut-être un peu, disons la moitié des conférenciers sont en fait des Français qui parlent anglais. Donc ça reste de l'anglais, mais c'est de l'anglais qui est parlé avec un accent français qui est délicieux. Donc c'est plus simple à comprendre pour nous autres. On a des anciens qui vont dire bonjour. Allez, bonjour. Les anciens qui passent. Tu veux dire bonjour? Allez, un peu de... Bonjour. Salut. Alors, c'est ça le truc avec THCC qui est cool aussi, c'est qu'on passe notre temps à croiser les anciens. Ils sont parmi les volontaires, ils sont parmi les participants, même parfois parmi les intervenants. Donc, on a vraiment des anciens qui sont partout et ça fait hyper plaisir. Là, ce matin, par exemple, il y avait Martin Leclerc chez iExec, un de mes anciens devs, qui présentait. Donc, très heureux de voir nos anciens présenter à l'ETHCC. C'est une belle victoire pour nous et c'est un moment assez agréable. C'est quoi les conférences qui vous ont le plus marqué? Moi, je peux partager mes confs préférés. Vas-y, si tu veux. Moi, je sais qu'il y a une team qui, moi, m'a pas mal marqué, c'est celle de Cléros. Cléros, ils ont un système de jury en ligne. Et en fait, c'est un vieux protocole maintenant. Il date de, je sais pas, 2019 ou ce genre de choses. Et moi, je pensais qu'il faisait pas grand-chose, à vrai dire. Et en fait, pas du tout. Il travaille à mort sur plein de questions, notamment des questions de comment on gère une démocratie à peu près saine, avec des gens qui sont identifiés, identifiables. Et ils ont fait, par exemple, un truc dans le parcours token engineering dont on parlait de comment on gère du quadratic funding avec des SBT, et qui nous permettent d'isoler socialement différents groupes d'individus et leur donner plus de poids ou pas. Donc il y a du travail matheux derrière, c'est précis, c'est technologique.
Donc moi j'aime beaucoup, on a vu beaucoup de choses de Clairos sur ces 3 jours. Enfin moi j'ai vu beaucoup de choses de Clairos sur ces 3 jours. Et il y a une série de projets aussi que je trouve intéressants, que je vais regrouper dans un même tas, parce que c'est des projets qui m'intéressent et donc je les collectionne. D'ailleurs, j'ai un t-shirt aujourd'hui d'un de ces projets, du précédent HSC, on ne le voit pas là, mais ouais, on voit pas. C'est pas grave. C'est tous les projets autour d'une manière ou d'une autre, c'est des variations du revenu de base. Donc on a vu Circles avec un S qui avait un stand et qui d'ailleurs offre des cartes Gnosis Pay quand vous vous enregistriez. Et eux, le fonctionnement, c'est que quand vous enregistrez dans Circles, vous obtenez un Circle par heure. Donc en gros, c'est l'unité de temps, c'est l'heure, quoi. Et pour que la supply soit fixe, parallèlement à ça, vous avez une fonte de la monnaie qui est effectuée sur l'ensemble des jetons qui sont effectués. Donc, vous recevez une unité par heure et en plus de ça, sur toute la masse monétaire, vous avez une fonte qui est organisée pour que la monnaie garde sa valeur. Et comment est-ce que vous faites pour intégrer le réseau? En fait, il faut que quelqu'un du réseau valide que vous êtes un humain et valide aussi votre unicité. Parce qu'évidemment, si vous vous mettez à faire des dizaines de comptes, vous venez de pirater le système. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on valide votre unicité et que vous devez faire un paiement après, donc admettons que je fasse confiance à Cyril et que Mickaël me fasse confiance à moi, s'il veut payer Cyril et qu'il n'y a pas de lien entre les deux, en fait, le paiement passe par moi. Et donc, si moi je fais confiance à Cyril et à Mickaël, en fait, je leur fais confiance pour qu'ils ne créent pas plusieurs comptes. Et si Mickaël, par exemple, devait créer plusieurs comptes, mais je suis sûr qu'il ne le ferait pas, s'il devait le faire, en fait, il m'arnaque moi, parce que quand il paye à travers moi à Cyril, en fait, c'est moi qui me fais arnaquer. Et en fait, c'est moi qui paye Cyril avec mes fonds. On comprend qu'en fait, Mickaël me paye et moi, je paye Cyril. Donc, je trouve que c'était une solution qui était élégante, parce que ce problème de trouver l'unicité dans les réseaux décentralisés où il y a du revenu de base, c'est toujours le problème, et j'ai vu plein de solutions à ce problème-là. Et c'est un problème qui est jamais simple à régler. Je crois que Cyril, tu as été te faire scanner l'iris par la réponse diamétralement opposée, qui est la réponse de WorldCoin. Qu'est-ce que ça fait d'avoir scanné, Cyril? Alors je suis pas le seul, c'est Alira, je tiens à le dire. Merde, qui s'est fait scanner l'iris? Je ne dirai pas les noms, je ne poucave pas. Qui loge de la tête. Moi, je t'ai outé pour d'autres. Je sais pas si on m'entend avec les écouteurs là. Vous m'entendez bien ou pas? Ouais. Okay. Mais ouais, on est allé consulter l'orbe, effectivement, parce qu'il est très connu et fameux, mais on l'avait encore jamais vu. Et après une petite demi-heure de réflexion interne et philosophique, effectivement, j'ai décidé moi aussi de me faire scanner. Et c'est assez particulier comme expérience, c'est hyper rapide en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il n'y a pas besoin d'approcher son œil dans une zone, à 1 cm de l'orbe, même à 15-20 cm. Il scanne votre iris, c'est très rapide, ça prend 2 secondes. Et vous avez ensuite un passeport WorldCoin qui vous donne votre unicité sur la blockchain Optimism pour l'instant. Ils vous déploient en fait un safe wallet sur Optimism, mais ce sera bientôt sur leur propre blockchain, leur propre layer 2 qui s'appelle la World Chain. Et justement, ils étaient aussi là à Bruxelles pour annoncer le lancement de leur World Chain. Donc on a à la fois vu l'orbe, et à la fois vu le logo et le lancement de leur nouveau layer 2 qui s'appelle la World Chain. Vous recevez quoi, l'équivalent de $4 par jour, c'est ça? Pas $4 par jour? Non, c'est beaucoup moins que ça. En fait, c'est 3 WorldCoin, donc ça vaut en ce moment $5 tous les 15 jours, si je dis pas de bêtises, Cyril. C'est beaucoup moins que ce qu'on avait cru. Vous vendez votre iris pour $6 par mois, quoi, si je résume. Non, parce que moi, je savais que c'était ce montant-là au moment d'arriver. Simplement, j'aime bien aussi la technologie, le concept. Et le problème de Circle, donc, que tu as décrit juste avant, c'est qu'on peut quand même créer du multi-compte. Au final, il y a des systèmes contre ça, mais c'est pas aussi unitaire que le système de l'Iris. Donc, on a voulu tester. On met les mains dans le cambouis en tant que formateur. Donc, on a vendu notre âme et notre corps pour participer. Pour la science. Pour la science, exactement. Dans le même genre de projet, on a assisté à une conf qui s'appelle Goutte Dollar, qui est un très très gros projet en fait, qui est un projet, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté aussi longtemps, alors que supposément je m'intéresse à cette thématique. Mais en fait, Goutte Dollar, c'est un projet qui réunit des centaines de milliers de personnes et qui met en place du revenu de base, pareil, à travers un jeton qu'ils ont créé. Et donc là, il y a un côté plus philanthropique, c'est-à-dire que leur jeton garde de la valeur parce qu'en gros, les gens font des dons et redirigent des rendements de la DeFi vers c'est du Ponzi. C'est fou du Ponzi. Après, moi, ce que j'ai aimé, j'avoue, j'ai pas compris tout le fonctionnement du projet dans le détail au niveau de économiquement comment ça tient debout cette histoire. Mais
ce qu'on peut remarquer et ce qu'on peut quand même souligner, c'est que souvent ces projets-là, c'est des trucs qui sont tenus. Et alors je dis ça avec beaucoup d'affection envers les gens que je m'apprête à critiquer, mais souvent c'est des trucs qui sont tenus par des groupes de quelques centaines ou quelques milliers de passionnés qui s'échangent des coins entre eux, mais entre guillemets, il n'y a pas d'application vraiment à large échelle au niveau mondial. Et là, en fait, ils font le travail, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont dans les favelas, ils embarquent des communautés locales et ils ont des centaines de milliers de personnes qui ont été embarquées dans leur truc et pour qui ça semble faire une différence. Est-ce que ça tiendra debout à long terme? J'en sais rien. La presse que j'ai vue ne m'a pas permis d'avoir une conviction très structurée sur la pérennité économique, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et franchement, pour moi, c'est aussi à ça que ça sert la blockchain, c'est faire des expériences, quoi. Et sur un sujet comme le revenu de base, en fait, moi, je trouve ça génial qu'il y ait plein d'expériences différentes. Il y a WorldCoin, il y a Circles, il y a la goutte de l'art. Le t-shirt que j'ai, c'était un projet d'il y a 2 ans qui s'appelait Trust Lines, où en fait, les gens se font des lignes de crédit entre eux. Donc, c'est un peu la même philosophie que Circles, sauf qu'en fait, je vais faire une ligne de crédit entre Michael et moi, par exemple, et une autre ligne de crédit entre Cyril et moi. Et ensuite, ça passe à travers moi. À travers des crédits mutuels en gros. Et ça aussi, c'est une idée qui est, je trouve, hyper intéressante. Je sais pas où le projet en est, ça fait 1 ou 2 ans que je n'ai pas regardé. Voilà, donc en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça foisonne d'innovation et ça fait super plaisir à voir. Après, tu parlais des conférences qui nous ont plu le plus. On a eu beaucoup de conférences de core dev d'Ethereum, donc sur la roadmap, la scalabilité d'Ethereum ou la fragmentation des layers 2. C'est hyper intéressant. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent particulièrement, qui sont assez techniques, hein, évidemment. Mais même la conférence de Vitalik Buterin était sur le sujet, hein, sur comment optimiser Ethereum en tant que tel pour la fragmentation des layers 2 et pour les solo stakers. Donc, pour essayer de garder une décentralisation importante sur Ethereum, ce qui est un peu le fer de lance de cette blockchain par rapport à d'autres. Donc, beaucoup de conférences sur le sujet. C'est très tech, mais pour ceux qui auront passé la formation à l'ERA et qui auront envie d'aller un peu plus loin dans la technologie, il y a beaucoup de choses intéressantes à écouter. Tout sera disponible en replay. Je ne sais pas si on l'a dit, j'ai raté le début, mais toutes les conférences qui ont lieu à l'ETHCC sont disponibles gratuitement en replay. Donc même si vous n'êtes pas venu à l'ETHCC, vous avez accès à ce contenu. C'est aussi la beauté de cet écosystème-là. Hein, donc il n'y a pas besoin de payer pour avoir accès à ces choses-là. Tout à fait. Je ne sais pas si vous connaissez le lien du replay, Cyril ou Virgile, Non, mais en pas tout cas, encore, mais facile à trouver. Je le retrouve effectivement, mais ouais, ce sera forcément disponible. c'est en général disponible directement sur la chaîne YouTube de l'ETHCC. En tout cas, ça l'était pour les autres années, donc j'imagine que ce sera le cas aussi. Donc en effet, il y a eu une grosse partie sur les roll-ups. Ce serait l'occasion dans une prochaine chronique de parler vraiment de pourquoi en fait les roll-ups c'est intéressant. On pourrait parler de Blockspace et ce genre de choses. Gaëtan, je sais qu'on en a parlé pendant 2 heures un soir, mais et un des points intéressants aussi, c'est la mise en avant des side events. En fait, le THCC aujourd'hui, c'est devenu un endroit dans lequel il y a évidemment donc l'événement principal, le main event, qui est le THCC, mais c'est aussi un endroit qui regroupe en fait une grande partie de l'écosystème crypto et blockchain de manière plus généraliste. Et en effet, qu'est-ce que tu as derrière? Stakers Guild? Un side event, justement, si je ne parle pas de Lido, auquel je suis actuellement. Il y a énormément, comme tu dis, de side events. Limite, c'est trop, ça dilue trop la population qui est présente, mais c'est un nombre très conséquent qui est la plupart du temps gratuit. Donc, même si vous n'avez pas les fonds pour une place à l'ETHCC dans les années qui suivent, hein, vous pouvez venir gratuitement là où le THCC se déroule. D'ailleurs, je sais en exclusivité dans quelle ville ce sera l'année prochaine. J'ai pas encore le droit de l'annoncer, mais j'ai appris la ville. Ce sera en France, mais je vous dis pas la ville. Ça commence par Vous aurez... si on voulait chercher. Non, pas du tout. C'est pas cette ville-là. Mais je ne dis pas laquelle. Et donc, vous pouvez venir au side event gratuitement. Et c'est vraiment intéressant quand on a un petit budget de rencontrer quand même la communauté. Il y a des meet-up DeFi France, par exemple, qui sont gratuits pour rencontrer tous les gens qui aiment la DeFi en France. Donc, n'hésitez pas. Voilà, j'en profite pour dire ça parce que je dois vous quitter pour revenir retourner à mon side event. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas le financement pour venir à l'ETHCC qu'on ne doit pas venir à l'ETHCC. C'est tout à fait vrai. Et merci beaucoup, Gaëtan, d'avoir été présent avec nous pour ce live. Merci. Est-ce que tu veux nous dire, avant de retourner à ton side event, un peu ce que tu as retenu de l'intervention de Vitalik? Mais écoute, c'est triste parce que j'ai pas encore vu l'intervention de Vitalik en entière. J'étais à un meet-up DeFi France qui avait lieu exactement en même temps que l'intervention de Vitalik. Donc je n'ai vu que des extraits pour l'instant et dès que le replay sera disponible, mon travail c'est de l'écouter. Par contre, Virgile et Cyril, je leur renvoie la patate chaude, ont écouté le talk. Donc ils vont pouvoir se le résumer.
Ah, j'étais pas là, j'étais au meet-up de DeFi France aussi. Ah, il renvoie la patate chaude aussi. Mais voilà, Cyril, tout repose sur tes épaules. Aïe. Bon, et sur ce, je vous laisse du coup. Désolé pour ce petit contretemps, mais ça me fait plaisir quand même de vous montrer la grande place de Bruxelles. Merci, En direct. merci Gaëtan. Merci d'avoir. Donc c'était Gaëtan en duplex de Bruxelles. On peut l'applaudir. Merci beaucoup pour cette. Pour mettre ma nouvelle carrière de journaliste. Impeccable. Exactement. Allez, ciao, ciao tout le monde. Bon live à tous. Ciao, ciao, Gaëtan. Et oui, juste avant qu'on passe à Vitalik, dans les side events, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que comme tu as quasiment l'entièreté de l'écosystème crypto littéralement mondial qui vient à l'ETHCC, parce que c'est de renommée mondiale aujourd'hui, il y a ce côté, toutes les blockchains en fait ont envie de venir. Donc évidemment toutes les blockchains de Layer 2 qui sont affiliées à Ethereum, mais pas que. Par exemple, Jérémy, on est allé mardi matin à un event qui était organisé notamment auprès de Solana. Et donc, très sympa de pouvoir voir aussi du monde d'en dehors de la communauté Ethereum être présente sur ce genre d'événement. Donc, ouais, plutôt très cool comme genre d'endroit pour parler crypto. J'ai vu aussi sur beaucoup de différents événements, enfin, l'intersection IA et blockchain a été beaucoup travaillée par ETHCC cette année. C'est la première fois que je vois cette intersection travailler autant, avec des conférences sur des agents IA, donc des IA autonomes qui utilisent la blockchain comme moyen de paiement, avec plein de réflexions sur le lien entre la blockchain et l'IA. On a des gens qui militent pour la création d'agents autonomes qu'on ne puisse pas débrancher. Et on a certains participants qui étaient en mode « mais oui, mais c'est ça qui va nous permettre d'atteindre une AGI, donc une intelligence artificielle générale ». Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, personnellement, j'avoue que... Il y a aussi des forceurs qui veulent absolument faire en sorte que la blockchain soit liée à l'IA, donc il faut des fois se méfier aussi. Exactement. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir que le sujet était aussi présent. Je pensais que ce serait plus marginal que ça, et en fait, il était très présent dans énormément de chroniques. Ouais, tout à fait. Mais intéressant d'ailleurs, parce qu'on voit que les évolutions des protocoles fait en sorte de pouvoir imaginer des automatisations de ce type-là, et choses qui n'avaient pas du tout lieu avant. Aujourd'hui, on peut imaginer des IA faire de la DeFi et intervenir directement sur les protocoles de manière complètement indépendante. Donc très intéressant, ouais. Ce lien entre l'IA et la blockchain devient de plus en plus fort. Et c'est pas pour nous déplaire, nous chez Alira, on forme dessus sur la blockchain et l'intelligence artificielle. Donc ça vaut le coup. Et donc, pour parler de Vitalik un petit peu, alors, en gros, il faut savoir que Vitalik vient à quasiment tous les ETHCC, et à tous les ETHCC, ou bien il annonce quelque chose, ou bien il parle d'un sujet qui lui tient à cœur. Là, à l'ETHCC, il y a 2 ans, par exemple, il avait présenté la roadmap, où il avait enfin fait un schéma qui a été beaucoup repris, notamment sur Internet, dans lequel on avait les différentes phases pour pouvoir justement imaginer le futur d'Ethereum. Et là, pour cette fois-ci, il n'a pas présenté de roadmap, mais je vais revenir un tout petit peu sur un autre truc, qui est que il y a toujours un moment dans le THCC où on a les plus gros protocoles qui viennent et qui font un énorme succès dans les principales salles de l'ETHCC. Et donc du coup, excuse-moi, je vais juste présenter ça parce que quand même ça vaut le coup. On a pu avoir donc du coup Polygon par exemple qui présentait un système qui s'appelle AgLayer, donc qui est vraiment un truc extrêmement technique où on peut voir ici ce genre de schéma à rallonge et qu'on comprend pas même nous. On a pu voir ici, nous avons Joseph Lubin avec Jérôme de Tichet, qu'on a déjà reçu d'ailleurs dans ses chroniques, avec qui on a vu le match, la défaite de l'équipe de France. Quelle terrible chose. Nous avons pu voir Gavin Wood qui a fait une conférence un peu particulière, ma foi, puisqu'il a parlé de qu'est-ce qu'il y a derrière les protocoles. En fait, il y a des humains. Et les humains, c'est important, les humains. Donc, pourquoi pas. On a pu voir juste derrière nous... Pas convaincu, je sens, par Gavin. Non, j'ai pas été convaincu par Gavin. Vous savez mon amour que j'ai pour l'homme. Mais là, sur le coup... Il n'a pas convaincu. Il a convaincu personne, je pense. Okay. On était donc du coup juste devant Vitalik, qui a fait son petit show. Et avant de rentrer sur l'entièreté de son show, je voulais juste revenir sur cette photo qui est un peu magique, dans lequel on voit les créateurs d'Ethereum avec Joseph Lubin qui travaille aujourd'hui chez Consensus, mais qui a fait partie des gens qui ont créé Ethereum, Vitalik et Gavin Wood, ensemble sur scène réunis. La belle image, ma foi. Comme au bon vieux temps.
Ah, il y a Martilo qui vient de passer. Exactement. Et du coup, Vitalik. Alors, Vitalik nous a pas parlé spécialement d'une roadmap, mais il a parlé d'un truc qui est assez intéressant, c'est son rôle dans Ethereum, et de deux, les modifications d'Ethereum qui sont un peu apolitiques. Alors, pourquoi apolitiques Ethereum, aujourd'hui, a une roadmap qui est, on dit, roll-up centrique. Mais sauf que c'est pas voulu par tout le monde. Et notamment, cette image présente un petit peu le truc un peu classique de dire, en fait, il y a des gens qui sont à droite du graphe, qui sont pour faire en sorte que on améliore le L1 plutôt que les L2. Et en faisant en sorte d'améliorer le L1, on augmente la scalabilité du L1. Donc on se concentre sur le L1. Et il y a des personnes qui, à l'inverse, se disent, bah non, on doit faire en sorte que limite notre L1 Ethereum soit extrêmement pauvre. Même limite, on peut imaginer enlever le VM, voilà, remove VM. Mais par contre, pousser à mort les L2 pour augmenter vraiment la capacité d'Ethereum par les L2. Et donc c'est des politiques différentes. Quoi. Exactement. Et c'est globalement cette vision-là qui a été prise, mais bon, on n'en est pas à remove le VM du le VM quand même. Laissez-moi mon EVM, s'il vous plaît. Mais disons qu'en tout cas, c'est plutôt vers la gauche qu'on part, comme dans chez les députés. Et, mais aujourd'hui, il y a Vitalik Mélenchon. Mais en gros, le truc, c'est que en fait, dans tous les cas, dans ces choix, il y a des décisions technologiques qui sont prises, c'est-à-dire plutôt pousser ça ou pousser ça. Par contre, il y a aussi des évolutions technologiques qui ne sont pas politisées, qui ne sont pas vers être un layer 2 ou être juste un layer 1. Et donc, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a expliqué que voilà, donc du coup, lui, il préfère la version de gauche, mais il voit aussi les évolutions qu'on peut faire même sans être politisé dans la vision d'Ethereum. Et donc, du coup, il en a parlé en disant, bah voilà, donc du coup, il y a quand même des éléments intéressants dans Ethereum qui existent déjà, la robustesse. La robustesse, ça passe par la sécurité. Et en mettant un petit taquet à Bitcoin, puisqu'il a présenté les pools de Bitcoin qui sont très centralisés, là où les pools de staking le sont un peu moins. Ah là 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 là, c'est déloyal comme argument. Ça, je ne peux pas entendre un argument comme ça. Là, mauvais coton, là, évidemment. C'est toujours agréable de voir ce genre d'attaque. J'aime bien. C'est gratuit. Allez, vas-y, continue. Je vous invite d'ailleurs à aller lire le papier de Michel Kazaka qui a analysé les différentes attaques possibles. On fera peut-être un truc là-dessus, je pense, la prochaine fois. Qui a analysé les différentes attaques possibles sur Bitcoin avec un modèle probabiliste. Donc, il poursuit en quelque sorte la réflexion de Nakamoto à ce sujet, et notamment la mise à jour d'une nouvelle type d'attaque qui s'appelle la détente attaque, qui combine selfish mining, une attaque de régulation, et bref, c'est assez intéressant. Allez jeter un œil. Il y a un papier qui est sorti et une vidéo de grand angle crypto qui synthétise le papier. Fin de parenthèse, vas-y. Non, mais tout à fait. Il a parlé de qu'est-ce que doit être l'expérience du solo staker, notamment parce qu'il se rend compte, et de manière générale, on se rend compte de manière générale que les gens ne stake pas pour des raisons de ou bien de difficulté, ou bien de liquidité. En gros, c'est ça les deux éléments. C'est pas tout le monde qui a 32 Ethers. Hein. Exactement. C'est combien 32 Ethers, donc, il y a cette problématique-là. Il a parlé de pourquoi cette problématique-là est importante vis-à-vis de la centralisation autour, par exemple, d'acteurs comme Infura, qui du coup sont très forts pour faire relayer les transactions vers Ethereum. Mais en fait, ce serait bien de pouvoir avoir son propre nœud, quitte à avoir des lightnodes, donc pousser les technologies lightnode, peu importe qu'on ait des L2 ou pas, il faut pousser les lightnodes pour augmenter la sécurité d'Ethereum et sa décentralisation. Il y a la question de comment on fait pour en fait avoir technologiquement ce qu'il faut pour être satisfaisamment décentralisé contre les attaques 51%, et notamment le consensus social qui est que ok, si on a envie, on peut reroll et refaire un fork à partir de quelque chose d'un petit peu plus ancien. Et en fait, l'idée là ici, c'est de pouvoir mettre les technologies en place pour pouvoir coordonner des soft forks comme ça qui reviennent en arrière, qui font des rollbacks. Donc c'est des technologies. Ouais. Tu vois, goal automatically coordinate minority soft fork as well as we can. Donc du coup, cette idée vraiment de renforcer la sécurité en faisant en sorte que même s'il y a un problème sur la décentralisation et des attaques 51%,
en fait, on peut très bien faire des soft forks minoritaires, mais peu importe, il y a des gens qui vont se baser dessus pour continuer l'histoire d'Ethereum sans avoir des problèmes, par exemple, de censorship ou ce genre de choses. Donc, l'idée de ce talk, comme l'a dit Gaëtan, c'était aussi parler des L2, mais pas que, c'était de montrer que Ethereum était à un point où, évidemment, il faut parler des Merkle Tree, il faut parler du statelessness d'Ethereum, mais il y a plein de points sur lesquels Ethereum peut travailler pour s'améliorer, sans pour autant prendre de position claire sur L1 et L2, même si lui il pousse au L2 et que la voix de Vitalik est évidemment très importante dans l'écosystème aujourd'hui. Donc voilà, c'était un truc qui était assez intéressant à voir parce que, en fait, c'était un peu de la prise de recul et c'est le genre de conférence qu'on a tendance à attendre de lui à l'ETHCC. C'est pas un développeur, c'est pas un créateur de projet à part entière aujourd'hui, Vitalik, mais c'est quelqu'un qui donne une vision pour Ethereum et c'est bien de pouvoir le voir prendre de la hauteur dans ses explications. Ouais, Voilà. aujourd'hui, c'est clairement son rôle, quoi. C'est quelqu'un qui a une vision très holistique du protocole, qui comprend le protocole dans sa complexité technique et économique, comme je pense peu de personnes. Et effectivement, ce qu'on attend de lui, c'est d'avoir cette vision. Quand on vous dit que. Salut Martino, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ouais, ça va, c'est Il va cool, bien. c'est cool. Salut Jérémy, salut Salut, Lucas. salut. Voilà, on est Salut Martino. présents à THCC, que ce soit nos intervenants, nos anciens, nos profs, on est partout. On est dans les side events, on est partout. Trop bien, et hyper. Merci beaucoup Cyril pour ce résumé de l'intervention de Vitalik. Alors moi, un des trucs que j'ai appris récemment, mais alors peut-être que certains d'entre vous le saviez déjà, c'est dans les changements d'intérêt de Vitalik ou les prolongements d'intérêt, il y a un intérêt qui est assez prononcé en ce moment sur la question de la longévité. Oui. Je ne sais pas si vous connaissiez ce truc-là ou pas. Alors, sûr. c'est notamment à travers une DAO qui s'appelle Vita DAO et a été organisée au début de l'année au Monténégro, je crois, donc en Europe, dans les États baltes, dans les Balkans, pardon, si je dis pas de conneries. Faudrait que je vérifie sur une carte, mais je suis quasi sûr que le Monténégro c'est dans les Balkans. Vous me contredirez si ma géographie européenne est défaillante. Donc a été organisé une espèce de village provisoire, Zouzalou, je sais plus comment on le prononce. Le Zouzalou. Zouzalou, merci. Qui était un genre de micronation pendant 2 mois. Tout ce que je vous dis est véridique. Hein. Donc, qui a réuni 200 personnes pendant 2 mois pour réfléchir sur les thèmes de la biologie synthétique, de la longévité, de la crypto, de l'intelligence artificielle, enfin bref, de l'espèce de frontière technologique sur laquelle on est actuellement. Et j'avoue que je trouve ça assez cool comme initiative de se dire, OK, pendant 2 mois, on va réunir plein de gens qui interviennent dans cet espace et on va réfléchir ensemble et on va faire un village provisoire pour essayer de connecter ces gens. C'est assez stylé de C'est un talk qu'on a vu ensemble avec Jérémy, justement, sur la relation entre les DAO et les micronations, et avec plein d'exemples en fait, qui existent dans le monde. Donc c'est intéressant, ce sujet. On apprend plus qui est en train d'arriver, c'est ça? Non, on est juste venu nous demander si on avait faim. On veut nous nourrir. C'est important. Et du coup, je voulais rebondir sur éventuellement des commentaires si vous en avez. Ah oui, et je tiens à juste faire ma pub. Allez me suivre sur Twitter, Lucas Cyril Dev. Parce qu'en fait, je poste toutes les conférences que je vois en permanence. Ah oui, on fait donc @Lucas Cyril Dev. Ça s'écrit bien comme ça, hein. Je viens de l'écrire, tu me confirmes que l'orthographe est bonne? Il me semble que c'est bon, ouais, c'est ça. Non, c'est le cas, et pas la K. Ah, mais ouais, avec donc du coup, juste je vois les conférences, donc si jamais vous voulez en reparler par la suite, c'est des sujets qui sont quand même assez intéressants en général, moi j'aime bien. Et je voulais revenir sur notamment, est-ce que le sujet de l'arrivée des gros fonds institutionnels, ETF, ETH, validés aux US, et l'intérêt des politiques a été abordé avec leurs éventuels impacts futurs sur l'écosystème? Oui, évidemment, c'est des sujets qui sont très présents. Il y a littéralement une journée, donc du coup, sur la compliance, c'est sûr comment faire en sorte que le règlement MiCA soit accepté par les gros acteurs de l'écosystème, tout en faisant en sorte de pouvoir continuer à construire des choses nouvelles. Et ce truc-là a été vraiment très mis en avant. Je peux partager d'ailleurs dans mes photos, je pense que je dois avoir une image d'un des gars de l'Institut de notation du S&P Global. Donc du coup, c'est l'agence de notation qui, de temps en temps, dévalue par exemple la France. Quand nos politiques publiques sont trop aux fraises. Quand nos politiques publiques sont trop aux fraises, donc il est juste ici.
avec le S&P Global, où justement ils discutent de est-ce que pour la finance, Ethereum est l'endroit où maintenant interagir. Et donc c'est justement un sujet qui est extrêmement mis en avant, c'est la relation entre les institutionnels et les créateurs de contenu sur la blockchain. À savoir que par exemple, il y avait Pierre Persson, qui est un ancien député et qui là, je crois que c'est hier, a sorti USD 0, je crois, ou Euro 0, un truc comme ça. Un stablecoin, un nouveau stablecoin qui justement est à destination des institutions financières. Donc on a justement ces points-là qui sont très abordés et très mis en avant. Donc voilà, Pierre Persson, juste ici. Qui est un stable qui porte comment on appelle ça, qui est un stable qui porte le rendement de la banque centrale états-unienne, donc de la Fed. Ce qui est assez intéressant. Donc oui, les Non, il se passe des choses avec THC. Tout à fait. On est désolé de vous mettre en FOMO comme ça, par contre. Mais c'est trop bien et en vrai ça a lieu chaque année et chaque année c'est toujours assez qualitatif et cette année ça l'est particulièrement, les acteurs sont d'envergure, on a des volontaires qui sont merveilleux et effectivement c'est le petit hack qu'on peut préciser si vous souhaitez y participer l'année prochaine. Le petit hack consiste à se porter volontaire. Alors forcément en tant que volontaire vous allez devoir travailler sur place, c'est pas magique, mais vous savez, alors je ne sais plus, il faudrait demander aux gens qui ont été volontaires dans les anciens, vous avez accès à la conférence, genre je vais dire n'importe quoi, sur les 4 jours, vous êtes 2 jours à être volontaire et les 2 autres jours, vous avez accès à la conférence. C'est cet ordre de grandeur-là. Je peux demander à Martino qui est volontaire. Martino, combien de temps ça te demande de travailler par jour d'être volontaire? Officiellement, c'est 4 heures. Officiellement, c'est 4 heures. Mais en fait, en tant que lead, on fait toute la journée. Mais bon, en fait, Martino est trop stylé, donc du coup, il fait toute la journée. Bon, voilà. Donc, en fonction de votre niveau de zèle, vous pouvez faire 4 heures en plus. C'est ça. Mais oui, quand tu fais 4 heures par jour, en fait, ça veut dire que tu as le reste du temps où tu peux un peu voir toutes les conférences et participer. Aller voir aussi, par exemple, les gens qui construisent, pour par exemple déposer des CV, pour par exemple juste discuter. J'ai vu que par exemple, c'est Morpho qui est recruté, Safe qui recrute. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui recrutent et qui en parlent assez ouvertement en fait pendant ces événements-là. Donc ça vaut le coup en fait de juste rencontrer les personnes et de pouvoir en parler avec eux. Voilà. Allez, parlons un peu d'IA sans transition. Let's go. Le cadrage de ce sujet est légendaire. Pourquoi on vous l'a cadré comme ça? Donc l'IA est-elle décevante pour le moment? On vous l'a cadré comme ça parce qu'on a eu un petit Goldman Sachs qui s'est fendu d'un petit rapport pour nous passer la douche froide sur ce qu'on peut attendre de l'IA ou pas. Alors je vais vous mettre le lien vers le rapport, je l'avais téléchargé tout à l'heure. Où est-ce qu'il est, mon petit rapport? Attendez juste un instant. Tac, le temps que je le retrouve. Mais c'est les mêmes rapports qui disent que Bitcoin est mort depuis 10 ans, non? Ouais, je crois que c'est le même département qui a construit le rapport. Ouais. L'auteur a utilisé la même IA pour pondre son article. C'est ça. Il a remplacé Bitcoin par IA et puis hop. Alors, je vous envoie le lien du rapport si vous voulez la version complète. Ça fait quand même 30 pages. Tac. Et ce que j'ai trouvé, et je vais vous montrer notamment une image, un petit résumé, ça permettra de lancer la discussion. Alors, attention, je viens juste à préciser justement la chose, et notamment dans ce rapport, on ne parle pas de l'IA, mais de l'IA générative spécifiquement. Attention. Tout à fait. Complètement. Et c'est une précision. Et ça change tout. Ô combien importante. Ô combien importante. Partager l'écran. Une fenêtre. Notamment partir de ce graphe-là, alors qui effectivement déjà pour commencer a une vision qui est assez restrictive de l'IA puisqu'il limite la question à la question de l'IA générative. Vous pouvez voir que la timeline commence en février 22 au moment de la sortie de ChatGPT 3.5 et si vous demandez à Michael, il vous expliquera que l'IA ça remonte à un peu novembre 22.
il y avait déjà des choses avant. Un chouille. chouille. Même en termes de mass média, hein, entre 2016 et 2018, on en bouffait aussi tous les jours, notamment sur les voitures autonomes d'Uber qui avaient fait grosse polémique aux US. Enfin, bref. Ouais, complètement. Donc voilà, donc toute une série d'événements. En fait, ce que je trouve intéressant là, dans ce résumé, c'est qu'on voit au début de l'année 2022-2023, enfin fin d'année 2022, début 2023, vraiment la précipitation qui a été créée par la sortie de ChatGPT, où on sentait que c'était dans les starting blocks. Alors les IA génératives en mode chatbot étaient dans les starting blocks chez tout un tas d'acteurs, chez Facebook, chez Microsoft et chez Google, et que comme OpenAI tire en premier, ensuite ils sont tous en mode ah putain fuck, il faut qu'on sorte notre chatbot, sinon on va passer pour des guignols, avec du coup des loupés. Par exemple, février 23, lors de sa première démo publique, Bard, qui est l'IA de Google, alors qui a été renommée depuis Gemini, mais donne une mauvaise réponse lors d'une démo publique. Donc c'est le fameux effet démo. Ça fonctionne aussi chez Google. Et du coup, évidemment, le prix des parts de Alphabet, qui est la maison mère de Google, a pris une tôle après cette présentation ratée. Et pareil, on voit ici que donc, Google sort l'annonce sur un jour avant que Microsoft ne le fasse pour la sienne, qui est Bing Chat. Et on sent comme ça qu'on a cette effervescence, j'ai presque envie de dire cette course à l'échalote entre les Non, c'est ça en plus, hein, c'est clairement ça. C'est mon côté franchouillard. Entre les différents fournisseurs de choses. Alors après, et moi je suis très preneur de votre avis là-dessus. Moi, je trouve ça intéressant, de la même manière qu'on disait tout à l'heure sur les différents modèles qui sont autour du revenu de base et plus généralement sur Ethereum, qui est de l'effervescence, qui est de l'expérimentation, qui a un taux de décès de 90% des projets. C'est normal en fait, ça s'appelle l'innovation et ça part dans tous les sens et c'est très bien comme ça. Il y a une espèce d'explosion cambrienne et tant mieux quoi. Et dans 10 ans, on saura lesquels ont survécu, lesquels étaient intéressants, pardon, et qu'est-ce qui était au contraire à mettre au rebut. T'as vu un petit peu cette prise de position, Mickaël, de ton côté? Ouais, et puis elle n'est pas nouvelle en plus. Alors là, c'est Goldman Sachs, donc forcément, ça fait causer un peu avec l'argument d'autorité du nom, hein, mais ça s'arrête là. Déjà de base, hein, si je resitue sur est-ce que l'IA est décevante, alors a fortiori l'IA générative, s'il y a déception, c'est qu'il y avait des attentes. On ne peut pas être déçu de quelque chose qu'on n'attendait pas. On peut être surpris, mais on ne peut pas être déçu. Donc déjà, il faudrait savoir quelles sont ces attentes. Et pour moi, c'est un petit peu ça qui manque dans ce genre de rapport, c'est on est déçu parce qu'on est déçu, mais on n'explique pas les attentes vraiment qu'il y a derrière. Sauf si de dire, on attendait une IA qui ressemble à un être humain en plus puissant. Non, en gros, le reproche central, c'est... Alors, ils interviewent des experts qui ont des visions différentes dans le rapport, mais en gros, le reproche central, c'est que ça ne permet qu'une augmentation modeste du PIB par rapport à ce qui avait été estimé. Donc, en gros, c'est notamment un professeur du MIT qui s'appelle Acemoglu, je ne sais pas comment trop le prononcer, et qui prévoit en gros à horizon de 10 ans que 5% seulement des tâches qu'on effectue aujourd'hui seront automatisées par de l'IA, ce qui fait une augmentation de la productivité de 0,5% et une croissance du PIB de 0,9%. Mais en fait, ils ne sont pas d'accord entre eux, puisque tu as les économistes mondiaux aussi, toujours chez Goldman Sachs, notamment Joseph Briggs, est-ce que je le prononce bien, je ne sais pas, qui lui estime qu'on pourrait automatiser 25% des tâches, augmenter la productivité de 9% et la croissance du PIB de 6,1%, toujours au cours des 10 prochaines années. Donc on voit qu'en fait, entre j'automatise 100% des tâches et je n'automatise 25% à horizon de 10 ans, l'écart est grand. En plus, il y a plusieurs zones de, comment dire, pas de flou, mais d'abus de langage, de mécompréhension et tout. Il y a tout c'est un melting pot en fait, ce rapport, qui mélange plein de choses, déjà qui mélange IA et automatisation, qui regarde ça que par le prisme effectivement d'une pseudo-rentabilité ou des points de PIB supplémentaires. Déjà, rien que ça en soi, ça introduit un biais très fort. Est-ce que la santé du monde, la santé des êtres humains, est-ce qu'on en attend seulement des points de PIB?
Donc voilà, déjà ça c'est hyper biaisé. Et ensuite, c'est des projections. En fait, on prévoit que donc l'IA est décevante. Ouais. Déjà, là, il y a une arnaque intellectuelle. On présuppose d'avance quelque chose de pas. Et alors, c'est même pire que ça. C'est même pas que on est déçu parce que ça marche pas. On est déçu parce que ça marche pas trop. Donc, c'est des biais dans des biais. Et pour moi, c'est un peu un rapport Tartuffe là-dessus. Où ça fait parler, voilà. On décrète que l'IA ne va pas atteindre, on va dire, ce qu'on espérait d'elle, mais source des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. C'est ça. Si je résume un peu méchamment ce rapport, mais aussi ce qu'on entend derrière ça, sachant que vu que c'est vu du prisme de l'IA générative, en fait, l'IA générative peut apporter éventuellement, si on reste sur des points de PIB, de la productivité, etc., ça c'est une chose, c'est omettre l'écrasante majorité de l'IA mise en œuvre aujourd'hui autour de la computer vision et de la maintenance prédictive qui n'utilisent pas du tout, même si ça commence à être intégré petit à petit, de l'IA générative. Typiquement, sur des chaînes de production, il y a énormément d'IA qui est mise en place même chez Renault, à la SNCF, qui permet de détecter à l'avance chez EDF, chez Enedis. Voilà, j'ai eu l'opportunité et j'ai toujours l'opportunité de travailler dessus, donc j'en parle en connaissance. C'est pas de l'IA générative qui est utilisée, mais des IA dites prédictives qui permettent justement, par exemple, de prévoir quand est-ce qu'un matériel va être défaillant avant que l'alerte soit remontée. C'est d'essayer de le prévoir. Alors, jamais avec des taux à 100%. Mais voilà. C'est Minority Report, mais pour les pièces de machines dans les usines. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ça se réplique un peu partout. Moi, souvent, on me dit, ouais, l'IA, je sais pas trop à quoi ça sert, comment je peux m'en servir. Sur ce type d'IA-là, moi, je dis, qu'est-ce que j'aimerais savoir ou entrevoir avant que ça arrive. Typiquement, dans un système classique, j'ai des capteurs de partout, j'ai une alerte qui remonte quand il y a un pépin. Bon, bah, moi, j'aimerais bien savoir que va potentiellement y avoir un pépin avant que ça se produise. Parce que derrière, ça induit de l'inertie, une gestion d'urgence, etc., etc. Moi, si je sais, par exemple, que mon transformateur, qui normalement a une durée de vie de 10 ans, en fait, au bout de 5, il commence à donner des gros signes de fatigue et qu'en fait, il va falloir commencer à sérieusement s'en occuper, bon, bah, c'est cool plutôt que de le savoir 6 mois avant, quoi. Voilà. Donc, en fait... Et il y a déjà énormément de productivité. Ensuite, ce que va t'apporter l'IA générative dans ce genre de cas, toujours sur de la maintenance prédictive, c'est d'aider en fait la personne, par exemple sur un changement de pièce, où tu vas avoir des milliards de catalogues produits dans des langues plus ou moins exotiques en fonction de l'origine de la pièce. Et là, l'IA générative va avoir une grande force, c'est qu'elle aura mangé tous ces manuels. Et en fait, la personne va juste taper, bon, bah voilà, genre, j'ai mon véhicule machin, telle panne, nanani, nanana, et hop, ça va me faire une espèce de checklist traduit dans ma langue de ce qu'il faut faire, à remplacer ou regarder quoi faire. Ça va une aide hyper forte. Et Renault, par exemple, et ça, on voit ça avec les apprenants consultants, par exemple, j'aurais fait tout le listing de ce qui existe et ce qui va exister, est en train d'intégrer au sein de ces usines de l'IA générative pour justement aider le salarié en fait à faire l'aider dans son travail. Ça le remplace pas, mais le mec il va pas perdre 10 000 ans à checker tous les manuels techniques ou je sais pas quoi, ou des fois même la barrière de la langue peut être une problématique forte. Je me suis retrouvé, j'ai été impressionné parce que je me suis retrouvé dans une situation très similaire il y a 2 semaines, même pas, où je venais d'acheter une caméra que je n'avais pas avec moi, une obscure référence de chez Canon, machin. Et je me retrouve sans la caméra dans un autre magasin où en fait j'ai besoin en gros d'acheter un câble HDMI pour se brancher sur cette cam. Et en fait, sans rentrer dans les détails techniques, vous avez 3 normes sur HDMI, ouais. Vous avez mini HDMI, micro HDMI et HDMI tout court. Et en fonction de la cam, c'est évidemment pas la même norme. Et du coup, je me suis dit, et donc j'ai commencé à chercher un peu dans le manuel, exactement le cas que tu décris. J'ai commencé à chercher dans le manuel, je trouvais pas, j'étais en mode putain, ça me fait trop chier. Je cherche sur le site de Canon, je trouvais pas, c'était long, j'étais dans mon rayon, genre j'étais pressé. Et je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, genre, je pose la question à ChatGPT, il a le truc. Et donc, j'ai tenté en me disant, tu sais, toujours avec le risque de se dire, en fait, est-ce qu'il va pas me raconter n'importe quoi? Ouais, c'est ça. Ça a hyper bien marché, quoi.
hyper bien marché. C'est-à-dire qu'il savait la rêve dont je lui parlais. Il m'a donné l'info dont j'avais besoin. J'ai pris le câble, je suis rentré, c'était le bon. Alors peut-être que j'ai eu la chance, on sait pas. Et encore, ChatGPT dans ce cas-là est quand même très très généraliste et du coup, c'est qu'il a mangé la data faisant référence à ça, il a fait ses recoupements, etc. Et il faut imaginer ça sur un modèle qu'on va fine-tuner très spécifiquement à un domaine précis et où là, il va y avoir un taux d'erreur, d'hallucination, etc. qui sera moindre aussi. Ouais. Et ça, c'est en train de se mettre en place tout doucement. Alors moi, je ne sais pas quand les personnes ont été interviewées, mais si par exemple elles ont été interviewées il y a 6 mois, 1 an, tout ça, c'était même pas émergent. Donc en fait, les projections pour moi se remettent en question tous les 6 mois. Donc on refait le même rapport dans 1 an, on ne dit pas du tout les mêmes choses. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est pareil pour tous les juristes qui passent leur temps à chercher des informations dans les textes de loi. ChatGPT, c'est juste une dinguerie sur les textes de loi. Il y a des modèles ESP aussi qui permettent, par exemple, qui ont bouffé tous les articles des commissions de l'Assemblée nationale, par exemple, en France. Tu as des modèles qui sont spécialisés dans le fait de créer justement des rapports avec ce formalisme-là, parce que bon, si on a déjà lu ce genre de documents, le formalisme est giga pompeux. Et on a déjà des modèles en fait spécifiques qui sont développés par des officines de l'État sur fond public, bien évidemment. Et ça existe déjà. Tu as le Data Lab, par exemple, français, et Etalab, plus particulièrement, qui est à la manœuvre dans tout ce genre de production. Mais juste pour en revenir à est-ce que l'IA est décevante parce que l'IA générative, c'est un peu comme, je sais pas, je fais un parallèle un peu douteux, mais c'est comme dire que la blockchain est décevante parce que la proof of stake. Ouais. Pas que ça. Voilà. C'est intéressant, tu vois, genre, faudrait qu'on fasse un jour un sondage, ou vous pouvez le faire dans le chat. Est-ce que vous êtes déçu de l'IA ou est-ce que vous êtes déçu de la blockchain? C'est intéressant. Donnez-nous votre sentiment dans le chat, c'est une bonne question ça. Et du coup, moi, je ne résiste pas sur les minutes qui nous restent à vous partager. Je ne sais pas si vous l'avez vu, pareil, dites-nous dans le chat si vous l'avez déjà vu, mais les annonces de Apple autour de l'intégration de l'IA en gros, ce sera déployé aux États-Unis à l'automne, donc en fin de cette année. Et l'idée, c'est d'intégrer. Je ne sais pas si vous me recevez encore bien, je vois qu'ils sont figés. Ouais, si, Mickaël, ça bouge. Et en gros, l'idée, c'est qu'ils vont intégrer, je vous le mets, ah merde, quel boulet. Voilà. Ils vont intégrer du coup tout un tas d'IA génératives. Alors, pas forcément que ChatGPT le plus, c'est la gestion des notifs avec intelligence artificielle. C'est un peu plus loin. C'est où? Langage naturel. Donc, ça, c'est discussion en langage naturel avec Siri. On en avait parlé de ce sujet-là dans une chronique précédente. Justement, on avait parlé des NPU. Donc, je vous invite à aller voir en replay sur notre chaîne YouTube justement cette chronique si vous avez envie d'entendre parler. Parce que justement, c'est l'intégration de ces puces NPU qui permet notamment l'intégration d'une IA un peu globale dans le téléphone local. Exactement. Et là, pour moi, c'est la partie qui est la plus ouf. C'est en fait, du coup, Apple Intelligence, comme il a accès à tout votre contexte personnel, si vous lui demandez il faut que j'aille chercher ma mère à l'aéroport. Donc, c'est l'exemple qu'ils prennent dans la vidéo, je n'invente pas. Si je dois aller chercher ma mère à l'aéroport, j'ai totalement zappé de c'était quoi son vol, à quelle heure est-ce qu'elle arrive, etc. En fait, il a accès à vos conversations et donc il vous répond. Et il sait qui c'est votre mère, puisqu'elle s'appelle maman dans votre téléphone. Et donc, en fait, il est capable de vous répondre et du coup de vous donner aussi le contexte complet par rapport à toute cette situation. Et il va être capable aussi de vous résumer ou de vous trier des notifications en fonction de leur niveau de pertinence. Donc ça, c'est assez cool aussi parce que, je sais pas, je pense qu'on est tous à recevoir des dizaines, voire des centaines de notifications par jour. Non, moi, je connais personne, j'ai pas d'amis, mais ok. J'avoue que cette idée, je la trouve assez cool et j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. Vous avez vu un peu ces annonces de votre côté Il y a trop de risques liés à la gestion des données en fait. Et du coup, parce que on a une politique restrictive, Apple a dit oui, ça sera pas disponible chez les mobiles européens. Voilà. C'est ça. Après, pour moi, c'est un aveu que, et c'est toujours le propos que j'ai,
c'est le fameux chiffon rouge. Ils ont agité le chiffon rouge de OpenAI derrière sur la donnée en disant ouais, mais nous c'est tout en local, hein, ça sort, c'est dans votre téléphone, c'est dans votre Mac et tout. Ouais, mais en fait, dans un OS propriétaire chez Apple. Donc en fait, ta donnée, elle est en local, elle va pas être envoyée automatiquement à OpenAI. Mais Apple, il y a accès. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils sont un peu emmerdés avec l'Union européenne. C'est qu'ils savent pertinemment que, ok, on n'y envoie pas OpenAI et donc peut-être par transpiration Microsoft, mais Apple, il bouffe cette donnée. Ça reste iOS ou macOS, c'est pas des OS open source, etc. où on peut savoir très précisément ta donnée quand elle est stockée par qui, par quoi et sous quelles autorisations elles sont utilisées. Donc, je mets un bémol quand même là-dessus, à faire attention, à dire parce que c'est un local, on reste propriétaire exclusif de cette donnée-là. Non. Elle est propriété d'Apple. Et comme c'est pour ça qu'ils ne s'installent pas pour le moment dans l'Union européenne là-dessus. Quoi. Et comme le dit Tikalis dans le chat, justement, c'est vrai que Apple était reconnu comme étant très en retard sur le sujet. Et ils étaient un peu obligés de communiquer dessus parce que sinon, ils allaient perdre vraiment trop d'avance. Et en fait, c'était de leur propre intérêt à un moment de décider d'en parler et quitte à lancer le truc en grande pompe pour dire, en fait, ce sera disponible dans un an, quoi. Donc, ouais, c'est ça. On arrive sur la fin, il faut accepter de vendre son âme, ou en tout cas ses données. Mais bon, j'ai signé avec Satan. Pour revenir sur WorldCoin, moi, si je devais le faire, je mets une lentille. Un truc qu'on met dans les yeux, une lentille de contact. Comme ça, je chope mon allocation, mais au moins, ils ne me connaissent pas. Le mec est trop smart. Je connais les vrais cypherpunks parmi nous, c'est bien. C'est ça. Je mets une lentille avec marqué fuck you, juste comme ça. Et tu vas savoir si tu n'as pas été si tu as été le premier à avoir cette idée-là ou pas. Si le bull run de Bitcoin a plus de $100 000, les crypto-milliards seront dans la lumière. Mais ne vous inquiétez pas. Mais que vaudra le dollar à ce moment-là? Merci à tous. Merci à tous et à toutes pour cette belle émission. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis également. On était donc en direct de Bruxelles pour le THCC. Merci beaucoup Cyril et Gaëtan, vous êtes connectés malgré les conférences et du coup vous n'avez pas pu aller bouffer, j'imagine. Donc bon appétit à vous. J'espère qu'il reste un peu de bouffe au sous-sol. On verra bien. Sinon on prendra des petits raviolis au canard. Ce sera très bien. Ouais, c'était bon les raviolis au canard. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup, Michael, de nous avoir rejoints également pour cette édition. Et puis, super top. À la prochaine. À très bientôt. À la prochaine. Allez, la bise à tous. Ciao. Ciao. Life is just